Comme tous les Corses de bonne famille, les Bonaparte ont une maison en ville et une à la campagne. Ils ne sont pas riches pour autant, avec tous ces enfants à élever et à qui il faudra trouver une position. Bref, les Bonaparte n'ont d'autre solution que de quitter l'île. Charles, fort de sa qualité de député de l'Assemblée de Corse, décide de se rendre en visite à Versailles. On n'a rien vu quand on n'a pas vu la pompe de Versailles. Louis XIV était toujours là. Chateaubriand. La dorure des lambris, embrasée par les rayons d'un soleil ardent, formait une espèce d'auréole sur la tête des souverains et de leurs enfants. La reine avait une passion, celle de la mode. Être la jolie femme la plus à la mode lui paraissait le titre le plus désirable. Mémoire de la comtesse de Boigne. À l'automne 1778, Napoléon Bonaparte met pour la première fois le pied en France. À 9 ans, le jeune boursier va intégrer le collège de Brienne, en Champagne. Il y passera 5 ans, enfermé entre ces murs tristes, sans congé ni visite des siens. Bonaparte était en général peu aimé de ses condisciples. Il les fréquentait peu et prenait rarement part à leurs jeux. Dès qu'arrivait le moment de la récréation, il courait à la bibliothèque, où il lisait avec avidité les livres d'histoire, surtout Polybe et Plutarque. Mémoire de Bourrienne. Et en 1784, il a 15 ans, il est admis à l'école royale militaire à Paris. Inauguré quelques années plus tôt, cet établissement accueille les meilleurs élèves des 12 collèges militaires de province tels que Brienne. Les jeunes nobles, souvent désargentés, qui y sont admis sont destinés à former les cadres de l'armée royale, au même titre que les fils de grandes familles. Et cela se manifeste dans le traitement qui leur est accordé. Le jeune Bonaparte est toujours aussi ombrageux et solitaire, mais ses talents évidents n'échapperont pas à certains de ses professeurs. Ce jeune homme ira loin s'il est favorisé par les circonstances. Un professeur de l'école militaire cité par Stendhal. À peine âgé de 16 ans, le voilà sous-lieutenant affecté à un régiment d'artillerie, l'arme d'élite de l'armée française. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer une carrière militaire et de découvrir le métier de soldat. Il apprend à fondre des canons, à façonner des affûts d'artillerie, à remplacer n'importe quel artilleur. Très vite, on va s'apercevoir que sur le terrain, c'est un officier très efficace. En même temps que ses travaux pratiques, il y a également de solides et éclectiques lectures. Il lit beaucoup d'histoire, beaucoup de mémoire militaire, du droit. Il lit un peu de science. Il a été très frappé par la lecture de Rousseau, la liberté, l'égalité et la suppression des privilèges. Il est en train, à ce moment-là, vraiment de se découvrir lui-même. Mais pour un petit officier corse, qu'est-ce qu'égalité veut dire? Avenir, réussite, ascension sociale, ce ne sont que des mots à cette époque-là. Les postes supérieurs sont réservés aux grands nobles, aux princes du sang, aux nobles de haute famille, alors que Napoléon vient d'une petite noblesse, d'une petite famille finalement, d'une noblesse pauvre. Puisque la carrière militaire ne peut lui offrir de quoi satisfaire ses vastes ambitions, il décide d'écrire. Il deviendra célèbre grâce à sa plume. Il en voulait beaucoup à ce système politique de le condamner à rêver. Il ne pouvait que rêver à un destin, il ne pouvait qu'écrire des romans. Il aurait voulu que ces romans deviennent sa vie, et ce n'était pas possible dans le système ancien. Il reste de ses écrits quelques essais historiques, dont une histoire de Corse et des ébauches de romans et de contes. Il se sait, il se pense, il se croit capable de grandes choses, appelé peut-être à un grand destin. Mais comment le croire dans la situation où il se trouve à l'heure actuelle? Il s'ennuie à mourir. Il s'ennuie à mourir.
La Révolution va se charger de dissiper cette mélancolie. Une lumière dans les esprits, et dans chaque cœur une voix, va, et tu prendras la Bastille. Cela était impossible, insensé, étrange à dire, et tous le crurent néanmoins, et cela se fit. Michelet, Histoire de la Révolution. Bientôt, l'Assemblée nationale vibre à l'unisson de Paris. Dans la nuit du 4 août, les privilèges de la noblesse et du clergé sont abolis. Rien n'arrêtera plus la marche de la Révolution. On peut en aucun cas faire de Bonaparte un révolutionnaire avant le début de la Révolution. Mais Bonaparte accueille la Révolution comme une bonne nouvelle. C'est presque quelque chose qui, je dirais, a une portée presque religieuse pour lui, au sens où tout d'un coup, il sent bien que la Révolution va ouvrir la société française. L'abolition des privilèges, le fait que la société française ne va plus connaître ces hiérarchies, toutes ces cascades de mépris et dont a beaucoup souffert le jeune Napoléon dans sa jeunesse. Bonaparte était un jeune homme de son temps et avoir 20 ans en 1789, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça marque aussi bien une destinée individuelle qu'une destinée collective. À l'été 92, on le retrouve à Paris en permission. Les débordements révolutionnaires, le pillage des Tuileries, ce monarque que la populace a forcé à coiffer le bonnet rouge, tout ce désordre l'insupporte. Mais le mouvement s'amplifie, la monarchie est renversée, le roi emprisonné, la République proclamée. Napoléon va, à ce moment-là, faire partie de ce monde nouveau. Il cherche à jouer un rôle. Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793, une exécution qui sera suivie de celle de la reine et de milliers de ci-devant. La patrie est en danger, proclame Robespierre, qui par ses discours à la Convention et au Club des Jacobins radicalise le mouvement révolutionnaire et impose la terreur. Au bord de la guerre civile, la France est en outre menacée à ses frontières par une coalition de la quasi-totalité de l'Europe. L'Autriche, l'Espagne, la Prusse, l'Angleterre se sont jurés de mettre un terme à cette république. À son retour de Corse, Bonaparte a réintégré l'armée. Capitaine d'artillerie, il est nommé à Toulon, qui s'est révolté contre la Convention et a ouvert sa rade et son port à la flotte anglaise. Pour les en déloger, le jeune artilleur propose un plan très simple. S'emparer des forts qui commandent la rade pour forcer la flotte anglaise à fuir. Ses supérieurs refusent de l'écouter. Les généraux à Toulon étaient totalement incompétents. Heureusement, un général compétent a écouté le plan de Napoléon et a dit « bien sûr ». Ce général compétent, c'est Dugommier. C'est au talent et à l'ardeur du commandant de l'artillerie que je dois les savantes combinaisons qui ont assuré notre succès. Général Dugommier, commandant le siège de Toulon. La flotte anglaise quitte la rade précipitamment et Toulon est libéré. Récompenser et avancer ce jeune homme, car si on était ingrat envers lui, il s'avancerait tout seul. Lettre de Dugommier au comité de salut public. Mais la République est toujours en danger, à l'intérieur comme aux frontières. Face au chaos, la Convention est fort occupée à se dévorer elle-même, envoyant à la guillotine les membres des factions qui siègent en son sein. La machine s'emballe. Robespierre agit de plus en plus en maître absolu et aggrave la terreur par la loi du 22 prairial. La corde a été trop tendue, elle va rompre. Le 9 Thermidor, une coalition de la peur, renverse Robespierre et ses amis. Leur tour est venu de monter sur l'échafaud.
Un an plus tard, au printemps 1795, on retrouve Bonaparte à Paris. C'est un jeune homme curieux et désargenté qui observe le spectacle de la capitale.